Eh ben, bonjour tout le monde. Merci à la mêlée déjà de m'accueillir pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler Jamstack, une nouvelle stack sur le web qui permet notamment de créer des beaux sites web rapides et sécurisés. Juste avant de commencer, par rapport à cette Jamstack, je voulais savoir qui a déjà entendu parler de ce terme Jamstack dans la salle. Une personne? Deux? Ok, bon, c'est déjà pas mal. Donc ouais, c'est une stack qui émerge depuis quelques années et qui, je pense, n'est pas encore qu'on communique pas assez et qui a du mal à arriver un peu en France. Et donc je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. J'ai un peu creusé ce sujet-là de mon côté. Alors sur le sommaire, donc je vais commencer par vous parler un peu de l'évolution du web, comment évoluer le web depuis son début. Aujourd'hui, les différents challenges du développement web, quand on veut faire un beau site web, quels sont les challenges. Et puis après, on parlera de cette Jamstack, qu'est-ce que c'est, et tout l'écosystème qui tourne autour de cette Jamstack. Alors quand le web a démarré, on va dire qu'au début, c'était un peu, jusqu'à 97, c'était plus du web statique. On appelait un serveur qui nous rendait tout simplement du HTML. Et puis on l'affichait sur notre beau navigateur. Donc il n'y avait pas tout l'aspect dynamisme qu'on a aujourd'hui. La complexité était plus sur l'hébergement qu'on avait de nos sites côté serveur. Donc après, on a voulu rajouter du dynamisme sur nos sites web. Et donc là, depuis nos petits navigateurs, donc par exemple Google Chrome, si vous voulez donner gratuitement vos données à Google, vous pouvez utiliser Google Chrome. Vous appelez un serveur qui va lui-même appeler un programme. Et si vous avez envie de récupérer des données, vous allez appeler une base de données. Donc voilà, on rajoute plusieurs couches qui font que le temps de traitement avant d'arriver à l'utilisateur final met un peu plus de temps. Donc de là ont émergé pas mal de stacks aujourd'hui sur le web. Donc la stack la plus connue, on va dire, qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est la LAMP stack. Donc la LAMP stack, qu'est-ce que c'est? C'est Linux en OS avec Apache qu'on utilise pour servir notre application, MySQL pour la base de données et PHP que vous connaissez. Donc comment ça se passe? On a un navigateur qui appelle notre LAMP stack. La LAMP stack, elle va mouliner et nous redonner du HTML, le HTML qui va être rendu au navigateur. On voit le principe de la LAMP stack. Et c'est aujourd'hui la stack la plus utilisée, tout simplement parce que c'est la stack qui est utilisée par WordPress. Et WordPress, aujourd'hui, c'est quand même 37% de part du marché, donc c'est énorme. Et puis ça continue de grossir. WordPress est vraiment utilisé dans la plupart des sites aujourd'hui, 37% sur, on n'est pas loin des 2 milliards de sites web dans le monde, donc c'est monstrueux. Et sur le marché des CMS, c'est encore plus écrasant la domination de WordPress puisque ça prend à peu près 60%. Donc on voit qu'il y a Joomla, Drupal qui essayent de survivre, mais WordPress a bien pris la part du marché du côté des CMS. Et puis il y a JavaScript qui a évolué ces dernières années, donc qui a commencé à devenir un langage un peu sérieux. Donc on a des frameworks côté front, côté back, qui ont émergé. Donc on a eu plusieurs versions du langage JavaScript qui s'est normé. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses intéressantes avec JavaScript et propre en termes de code aussi. Et de là, on trouve la Min Stack. Donc, on a les déclinaisons avec React et Vue, donc Min avec Angular, donc, sur lesquelles on va utiliser du MongoDB en base de données, de l'Express.js pour notre partie serveur, Angular, React ou Vue sur la partie framework client et Node.js pour notre serveur. Donc là, à la différence de notre LAMP stack, qui était une stack qui va nous faire du server-side rendering, là, ce qui va être rendu par notre stack, ça va être du JavaScript, du HTML et du CSS. Okay. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va faire cette fois-ci du client-side rendering, c'est-à-dire qu'il va y avoir un calcul côté navigateur qui va permettre d'afficher la page de notre client. Donc ça amène notamment quelques problèmes au niveau performance puisque le résultat ne sera pas le même en fonction des navigateurs, étant donné que certains navigateurs ne sont pas aussi puissants que d'autres. Donc on voit pas mal de développeurs qui luttent sur certains navigateurs pour arriver à atteindre des bonnes performances. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire
un beau site web. Donc il y a plein de points importants quand on veut faire un beau site web. J'en ai mis 3 qui me semblent importants. La sécurité, la fiabilité et la performance. Donc la sécurité, donc petite analyse qui a été faite par Enable Security, le CEO d'Enable Security, qui a analysé 40 000 sites WordPress dans le top 1 million du classement Alexa. Donc Alexa, c'est un site internet qui vous donne le classement des meilleurs sites internet du monde et aussi par pays, donc pour aller voir. Et il s'avère qu'en fait, sur les 40 000 sites WordPress sur lesquels il a fait cette analyse, il s'est rendu compte qu'il y a plus de 70% qui sont vulnérables à des attaques de hackers, tout simplement. Donc c'est monstrueux, ça veut dire qu'une grosse partie du web n'est pas sécurisée aujourd'hui. Donc même si donc voilà, WordPress qui fait partie, donc, sur lequel on a plus de 36%, 37% de part du marché, on voit que même WordPress est difficilement sécurisable. Donc aujourd'hui, il fait bon être hacker si vous ne savez pas quoi faire ou travailler dans la sécurité, expert sécurité, c'est une bonne vocation. Donc ouais, tout ça pour dire que c'est compliqué de faire des sites web sécurisés aujourd'hui. Ça nécessite de comprendre beaucoup de choses, donc des problèmes complexes, aussi bien au niveau des navigateurs que de la modèle de sécurité des backends. Donc il y a beaucoup de couches qu'il va falloir sécuriser si on veut arriver à avoir un site 100% safe. La fiabilité aussi, c'est un point important. Quand on lance un site internet, au début, on va peut-être pas avoir énormément de clients, mais petit à petit, ça va grossir. Et on n'a pas envie de se retrouver sur une page de ce type ou de ce type. On voit notamment sur des campagnes de promotion sur des sites internet, régulièrement, il y a des sites qui tombent parce qu'ils ne sont pas préparés à l'afflux important de personnes qui arrivent sur le site internet. Donc ouais, c'est un des challenges qui est compliqué, c'est arriver à rendre notre site disponible sur un nombre d'utilisateurs qu'on ne connaît pas forcément à l'avance. Okay. Et la partie performance, donc côté performance, on voit que en fait, le trafic mobile a complètement explosé ces dernières années. Sur les 7 dernières années, on a augmenté notre trafic sur mobile de 222%. Donc aujourd'hui, le mobile, c'est ce qui est le plus utilisé, qui est passé devant le desktop. On est à 53,3% de trafic sur mobile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on fait un site web, il faut le penser aussi pour le mobile, il faut le penser mobile first. Et ça nécessite quelques changements de paradigme, mais notamment sur la partie performance où, effectivement, quand on est sur mobile, on n'a pas forcément une connectivité parfaite. On peut être en 3G, on peut être en 4G, on peut être en H+. Et on a la nécessité d'avoir notre site qui est performant et qui répond rapidement pour pouvoir rendre nos pages le plus rapidement possible à nos utilisateurs. Ok, donc petite stat. Je vous ai mis le lien en bas. 71% des gens se sentent souvent gênés par des sites web qui sont lents. Voilà. Donc c'est énorme. 71% des gens se sentent régulièrement gênés par des sites lents. Donc ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un graphique comme ça que j'ai trouvé et que je n'ai pas refait. C'est certaines personnes ne réagissent pas forcément correctement sur des sites qui sont lents. Donc on voit que 62% reste normal. Il y en a 23 qui injurent leur téléphone, 11% qui crient sur leur téléphone, et il y en a même 4% qui, ça leur arrive de jeter leur téléphone. Donc ouais, la performance, c'est important, et on a des clients qui sont de plus en plus exigeants quand ils utilisent un site web aujourd'hui. Je me suis amusé à aller sur ce site WPO Stat, Web Performance Optimization, qui nous donne plusieurs use cases de cas d'optimisation sur des sites web. Donc il y a Zalando par exemple, qui a augmenté son revenu de 0,7% en sauvant juste 100 millisecondes de temps de chargement. Donc 100 millisecondes, ça paraît très peu, mais pour une entreprise comme Zalando, augmenter de 0,7%, c'est assez énorme. Donc vous voyez que le temps de performance d'affichage est très important pour des grosses entreprises. Il y a Pinterest aussi qui a diminué son temps de chargement de 40%. Ça a provoqué une augmentation en SEO trafic de 15% et 15% de plus en conversion à l'inscription des utilisateurs.
enfin, dernier petit use case, il y a la BBC qui s'est rendu compte que pour chaque seconde qui perdait au chargement de la page, il perdait environ 10% d'utilisateurs. Donc une seconde, c'est énorme. Et une seconde, c'est aussi une étude qu'a fait Amazon pour se rendre compte que s'il perdait une seconde de chargement, il perdait environ 1,6 milliard d'euros, enfin de dollars, pardon, par an. Donc, autant vous dire que ils doivent être ultra focus sur le temps de chargement de leur site, hein. Même si c'est pas le plus joli site du monde. Et la performance est importante pour eux. Lighthouse, c'est un outil qui est fait par l'équipe Google Chrome qui permet d'analyser des sites internet et de rendre des stats à différents niveaux, performance, accessibilité, best practice, SEO. Donc il y a cette étude qui a été faite pour sortir le score médian de plusieurs sites internet, hein, globalité. Et on voit qu'en performance, on est très très faible, hein. Il y a beaucoup de travail à faire sur la partie performance, 41 sur 100 en score médian. Donc il y a du travail à faire là-dessus, sur les performances. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, tout le monde n'y pense pas forcément à ce niveau-là, quoi. Enfin, je vous ai mis un dernier graphique sur les préoccupations des développeurs web, l'évolution des préoccupations depuis 1990. Donc on voit qu'au début, hein, début du web, les développeurs web s'intéressaient très peu finalement à la partie visuelle, à la partie présentation, mais s'occupaient beaucoup plus du stockage, des machines sur lesquelles ils allaient déployer leur code, des serveurs, des OS de déploiement. Alors que maintenant, c'est complètement l'inverse, hein. Un développeur web va s'intéresser beaucoup plus sur la partie front, sur la partie responsive UI, sur la partie performance côté mobile, sur la partie choix du framework de développement, state de l'application, hein, les state management sont en vogue, hein. Donc tout ça pour dire que il y a eu ce changement et que vraiment la partie perf devient une des préoccupations des développeurs web aujourd'hui. Okay. Donc qu'est-ce que la Jamstack dans tout ça? Donc la Jamstack, Jam pour JavaScript, API et Markup. Donc si on regarde la définition de Matthias Billmann, donc le CEO de Netlify, donc Netlify qui est une plateforme, je vous en parlerai juste un peu après, et qui a été présente pour promouvoir cette Jamstack. Donc en gros, c'est tout simplement une architecture de développement web qui est basée sur JavaScript, en client-side, sur des API réutilisables et sur du markup. Donc la partie JavaScript va nous servir sur toute la partie dynamisme de notre site, hein. On va gérer toute la partie dynamisme de notre site web avec JavaScript. Les API, donc ça va nous servir à tout ce qui est opération côté serveur, qui peuvent être abstraites sous forme d'API réutilisables. Donc ça peut soit être des services tiers que vous allez utiliser, soit vos propres fonctions. Et la partie markup, en gros, c'est que les sites web sont tout simplement fournis sous forme de HTML statique. Donc on revient un peu au début du web. Et la Jamstack permet de fournir du HTML statique qui va être généré à l'aide de générateurs de sites statiques. Donc il y a pas mal de générateurs de sites statiques qui ont émergé. Je vais vous montrer ça juste après. Donc les promesses de cette Jamstack. Donc les promesses de cette Jamstack, c'est d'avoir des perfs excellentes, notamment grâce à cette partie statique, étant donné que le HTML est directement disponible. On n'a pas besoin de toute cette opération côté serveur ou alors côté client-side pour afficher notre page. Plus de sécurité, vu que tout est statique, il y a moins besoin de sécuriser toutes les couches de notre architecture. Et également une superbe scalabilité. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on va héberger donc l'idée c'est d'héberger nos sources sur des CDN. Donc en gros, voilà comment se présente notre Jamstack. Donc on a notre CDN, qu'on va venir interroger depuis notre browser, qui va nous rendre notre markup, donc nos HTML et notre JavaScript, qui va être utilisé au runtime. Et derrière, si on a envie d'aller récupérer des données tierces, on va utiliser des API. Donc c'est tout simple.
Donc dans tout ça, l'écosystème Jamstack aujourd'hui, donc je vous ai dit, la première chose à regarder quand vous voulez développer un site Jamstack, c'est tout ce qui est générateur de sites statiques. Okay, donc il y en a beaucoup qui ont émergé. Il y a un site internet staticgen.com qui référence tous les générateurs de sites statiques. Donc le plus gros, celui qui explose en ce moment, c'est Gatsby. Gatsby qui est basé sur React. Okay. On a aussi Hugo, basé sur du Go, Next.js, Jekyll, qui est un des premiers générateurs de sites statiques, qui a été un acteur dans le début de la Jamstack. Donc Jekyll, qui a été créé par le fondateur de GitHub, pour les GitHub Pages notamment. On a aussi Nuxt.js, qui est basé sur Vue.js, et un petit dernier qui est sorti il y a 2 semaines, Scully, basé sur Angular. Donc, qui va permettre à partir de code Angular de générer directement des sites statiques. Okay. Donc il est encore loin de Gatsby qui a créé toute une communauté, tout un écosystème et tout un tas de plugins qui gravitent autour et qui permettent vraiment une expérience de développement top. Mais c'est le début, en tout cas pour les générateurs de sites statiques pour Angular avec Scully. Donc après, un des challenges quand on fait un site Jamstack, c'est comment on gère notre contenu. Donc du contenu qui ne va pas être forcément géré par l'équipe de développement, mais qui peut être géré par des personnes tierces. Donc typiquement ce qu'on fait avec un CMS type WordPress. Donc comment on va gérer ça? En fait, il y a tout un tas de CMS headless qui ont émergé. Et on a 2 types de CMS headless. On a des CMS basés sur Git et on a des CMS qui vont nous fournir des API. Okay. Donc comment ça marche? En gros, donc ça c'est la chaîne de déploiement qui va permettre de générer notre site Jamstack. Donc on va héberger toutes nos sources sous Git. Okay. Donc à chaque push sur Git, on va créer un build qui va nous créer notre site statique et on va l'héberger sur un CDN. Donc c'est tout simple. Et derrière, notre navigateur va interroger notre CDN, vous l'avez compris, et va interroger nos API pour récupérer les données. Donc les CMS Gitbase, qu'est-ce que c'est? C'est un CMS qui va proposer une interface. Et en gros, à chaque changement, donc si on vient éditer un article de blog, par exemple, à chaque changement, ça va venir pousser dans notre code Git pour ensuite régénérer un build et relivrer. Okay. Donc l'idée, c'est pour chaque modification qu'on va avoir sur le contenu de notre site, on va rebuilder l'application et la relivrer. Okay. On voit le principe des CMS Gitbase. Donc je vous montre. Donc là, en gros, on a les 3 gros sur le marché: Netlify CMS, Tina, Forestry. Donc, si on regarde Forestry, donc on a des interfaces du coup qui ont été remis un peu au goût du jour, un peu plus sympa que le bon vieux WordPress. Donc là, on a les différents types de contenus sur la gauche. Là, on vient éditer notre contenu et une fois qu'on sauvegarde et qu'on valide et qu'on publie notre article, il va être directement poussé dans notre Git. Okay. Donc ça va être sous la forme de fichiers Markdown. Et en gros, après, on va utiliser notre générateur de site statique pour relivrer ça directement sur notre CDN. Après, il y a une deuxième méthode, il y a d'autres CMS qui sont plus dits API driven. Et au final, c'est à peu près le même principe, sauf que eux interviennent au moment du build. Donc, ils vont nous proposer des API. Et au moment du build, on va aller interroger ces API-là pour aller récupérer les derniers articles ou enfin, n'importe quel type de contenu. Et on va relivrer à nouveau notre code sur notre CDN. Donc en gros, on est capable de mettre, il y a tout un tas d'outils qui permettent de mettre en place notamment des hooks pour vérifier à chaque fois qu'il y a une modification sur notre CMS, déclencher un nouveau build pour relivrer notre application. Okay. Donc les plus gros, j'en ai mis quelques-uns, donc Contentful qui marche bien, Prismic, Strapi, Directus et Ghost qui vient un peu du monde du bloc. Pour vous montrer, par exemple, Contentful, c'est une interface comme ça, dans laquelle on va pouvoir définir en haut à gauche les différents modèles de contenu qu'on veut manager. On va avoir nos différents contenus, on peut aussi gérer des images. Et même principe, on va publier. Et derrière,
le contenu sera disponible via des API. Donc l'avantage de ça, c'est, contrairement à la partie, on va dire, Git-based, c'est que le contenu va pouvoir être utilisé à la fois sur un site internet, par exemple, mais aussi sur une application mobile. Vu que c'est géré par des API, on peut très bien venir le requêter depuis une application mobile. Bon. Sinon, vous pouvez aussi utiliser, garder votre bon vieux WordPress, Joomla ou Drupal, vu que maintenant il propose un système d'API. Vous pouvez très bien faire la même chose. Garder WordPress si vous avez un client qui ne jure que par WordPress et qui est habitué à l'interface de WordPress. Vous pouvez garder votre contenu sur WordPress et venir le requêter au moment du build via les API de WordPress pour livrer ensuite votre application. Okay. Autour de ça, donc je vous ai dit, c'est aussi les sites Jamstack vont se baser pas mal sur les API. Donc vous pouvez soit construire vous-même vos API, hein, donc il y a l'émergence notamment des serverless fonctions, soit utiliser des API qui existent. Il y en a plein pour différents domaines. Donc là, je vous ai mis les gros sur chaque domaine. Donc Stripe pour la gestion de paiement, par exemple. Auth0 pour la gestion d'authentification. IBM Watson pour l'intelligence artificielle. Il y a Cloudinary qui est top, qui est utilisé pour la gestion des images. Algolia, qui est une entreprise française, pour la gestion de la recherche aussi. Voilà. Vous allez voir lancer des recherches au sein de votre site internet. Algolia est pas mal pour ça. Okay. Et dans tout ça, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a Netlify, qui est un outil qui est vraiment basé pour l'expérience de développement du côté de la Jamstack. Donc c'est un outil très simple en fait où on va connecter notre repository sur GitHub, Bitbucket ou GitLab. Derrière, on va lui donner notre commande de build et lui va s'occuper de déployer tout seul notre site internet et il va regarder à chaque fois qu'il y a un push sur notre repository. Il va redéclencher tout seul un build pour relivrer notre application. Donc en gros, on n'aura pas besoin de mettre en place toute une intégration continue, c'est lui qui va s'occuper de tout ça. Donc derrière, il va s'occuper du déploiement. On peut choisir notre branche de déploiement privilégiée ou on peut dire qu'on veut déployer plusieurs branches aussi. Hein. On peut déployer toutes les branches qu'on souhaite. On peut gérer du déploiement automatisé ou on peut aussi l'arrêter. Donc là, on va pouvoir retrouver tous nos différents déploiements d'applications. Ils ont mis en place aussi tout ce qui est speed testing. Donc en gros, si vous avez une nouvelle fonctionnalité mais que vous n'êtes pas prêt à l'ouvrir à 100% de vos utilisateurs, vous pouvez très bien le déployer via une branche et mettre en place du speed testing, c'est-à-dire que vous allez dire 75% des utilisateurs, je les garde sur ma branche de production master et sur une branche en test, je vais y mettre 25% de mes utilisateurs. Okay. Et c'est lui qui va s'occuper de rediriger le trafic tout seul. Netlify propose aussi la gestion de formulaires. Donc, pas besoin de vous embêter à faire une API ou un back-end pour gérer un formulaire si vous avez juste un petit formulaire de contact au sein de votre application. Vous pouvez utiliser directement Netlify Form. Donc, en gros, ils vont proposer des attributs HTML qu'il va falloir mettre sur notre formulaire et ça va soumettre automatiquement et permettre de récupérer toutes ces soumissions sous Netlify. Et puis après, vous pouvez câbler des choses pour envoyer automatiquement une soumission soit par mail, soit sur Slack, comme vous voulez, quoi. Okay. Et Netlify, c'est plein d'autres choses. Donc là, je vous ai dit un peu l'essentiel, mais ça permet aussi de gérer l'instant rollback, des deploy preview, le déploiement par branche, gérer aussi des fonctions. Identity, qui est pas mal pour si vous n'avez pas envie de vous embêter à mettre en place tout un système d'authentification pour vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser le service de Netlify pour ça. Analytics, qui va faire sensiblement ce que fait Google Analytics. Large Media pour la gestion de médias, tout simplement. L'A/B testing, on l'a vu, et il peut aussi manager vos DNS.
Donc cette Jamstack, si on regarde un peu l'histoire de la Jamstack, en gros, ça a démarré à peu près en 2015. Donc, je vous ai parlé du générateur de sites statiques Jekyll. Donc ça a été un peu le moment où tous les générateurs de sites statiques ont commencé à être un peu populaires grâce à Jekyll pour les GitHub Pages, qui a été fait par le créateur de GitHub. 2016, il y a quelques développeurs penseurs qui se sont dit qu'en fait, ces sites statiques, ils n'avaient pas forcément à être 100% statiques. Et c'est de là qu'est apparu le terme Jamstack, okay, avec la notion de dynamisme via les API et JavaScript. 2017, c'est une année un peu révolution du web où tous les gros frameworks sont bien en place, les gros frameworks web, et on commence à prioriser énormément la performance, la redimensionnement à la volée et surtout l'expérience de développement. Donc aujourd'hui, quand vous allez, si vous essayez de recruter un développeur web, vous allez avoir du mal à le recruter par votre projet, mais c'est surtout la stack, le framework qui va être utilisé, qui va attirer le développeur et tout l'écosystème de développement qui est mis autour, est-ce qu'on prend soin de bien développer, etc. Euh, donc ouais, c'est un point important pour le développeur aujourd'hui, l'expérience de développement. Et c'est une année où la Jamstack commence à être adoptée par un groupe plus important de développeurs et il y a des premières entreprises de l'autre côté de l'Atlantique qui commencent à annoncer des projets basés sur la Jamstack. 2018, c'est l'année de la première conférence Jamstack. Il y a des outils comme Netlify, je vous ai dit, Gatsby, Contentful, qui contribuent à promouvoir ce terme en faisant grossir la communauté et avec cette première conférence Jamstack. 2019, on va dire que c'est une année où la plupart des développeurs front-end ont entendu parler au moins une fois de cette Jamstack. Il y a notamment la montée en puissance des serverless functions qui permet d'apporter plus de fonctionnalités back-end centrées aux applications et aux sites qui sont centrés sur les interfaces. Okay. Et cette année, une des grosses annonces de Gatsby, c'est la partie incremental build. Okay. Donc, je vous ai dit que le principe, c'était de régénérer l'application à chaque fois qu'il y avait des modifications. Donc, ce qui veut dire que le temps de build va être ultra important. Puisque c'est lui qui va déterminer le temps de mise en prod au final de chaque modification. Donc Gatsby a rajouté la partie incremental build, donc qui va permettre en fait de checker uniquement la partie de code qui va être modifiée pour rebuilder uniquement cette partie-là et du coup diminuer énormément le temps de build. Donc, ce qui permet de mettre en production beaucoup plus rapidement des modifications. Donc clairement, ça promet un bel avenir pour la Jamstack et je pense que beaucoup d'entreprises vont commencer à s'y intéresser, notamment en France. Voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a ce livre, Modern Web Development on the Jamstack, qui a été écrit par les fondateurs de Netlify. Je me suis appuyé pas mal pour cette présentation. Ils reprennent notamment un cas concret sur, alors comment ça s'appelle déjà, Smashing Magazine, okay, qui est un site qui a complètement revu son site internet pour le passer en mode Jamstack. Et eux sont confrontés à énormément de problématiques. Donc ils font notamment de l'e-commerce, ils font de la gestion d'articles, ils font de la gestion d'utilisateurs, donc on peut s'inscrire. Ils sont confrontés à toutes ces problématiques et ils expliquent dans ce bouquin comment ils ont réussi à résoudre toutes ces problématiques avec tout l'écosystème Jamstack qui existe aujourd'hui. Okay. Il y a la Jamstack Conf qui aura lieu la semaine prochaine, en ligne. Donc si vous avez envie de creuser, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et enfin, je vous ai mis quelques liens qui permettent de démarrer sur la Jamstack. Donc le premier qui est intéressant aussi, qui permet de montrer tous les outils de cet écosystème. Donc ça va être le plus difficile au début, c'est d'aller piocher le bon outil qui nous intéresse pour démarrer, si vous avez envie de vous lancer sur un site Jamstack. Et c'est tout pour moi, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais.
La discussion est lancée. Donc la question c'est, il n'y a pas des problématiques côté serveur? Ok. Donc, du coup, je suis pas, si tu peux répéter, je suis pas sûr d'avoir tout compris exactement ce que tu. Non, 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 non. Ok. Non, très bien. D'autres questions? Ouais. Ça peut. Ça dépend. ça- Alors la question c'est est-ce que la cible c'est de remplacer des sites type WordPress ou est-ce que ça peut remplacer aussi des sites euh, avec des frameworks de développement type Angular, React ou Vue.js. Euh, Ça va vraiment dépendre. Donc effectivement ça permet de remplacer des sites type WordPress vu qu'on voit que ça propose, qui propose tout un tas de CMS dits headless. Ok. Ça dépend, enfin, ça dépend vraiment du site Angular que vous allez faire, hein. Il y a des sites qui peuvent être très bien remplaçables, vu qu'on peut de la même manière utiliser des API réutilisables, créer nos propres API. On peut très bien convertir un site Angular en site statique et derrière utiliser des API qui vont permettre de récupérer des données. Ouais, ouais. Ouais. Alors ouais. Mhm. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bah, tout ce qui va être généré de manière statique. C'est un peu long. Je réessaye. Oui, donc la question c'est au niveau de la sécurité, étant donné qu'on va tout générer de manière statique, est-ce que, euh, est-ce que le fait que tout soit statique, il n'y a pas des problèmes de sécurité pour éviter de donner des accès à des utilisateurs qui n'auraient pas les droits? Bah, ça dépend de la réponse, ça dépend de ce qu'on génère de manière statique. On peut configurer, mettre, rendre par exemple de manière statique la première page de notre site. Ça, il y a tout intérêt à rendre statique la première page de notre site. Et derrière, toute la partie qui va être plus authentifiée, on peut très bien le déléguer. Voilà. Donc la première page, c'est très certainement la page la plus importante, hein, on dit first meaningful page, euh, vu que c'est l'arrivée du client. Donc si cette page prend du temps, le client peut potentiellement s'en aller. Euh, donc, euh, donc pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas faire cette première page de cette manière, de manière statique. Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les single page applications, avec des applications comme Angular, React ou Vue, où vu que c'est client-side, on va venir créer la page dynamiquement du côté du navigateur. Il y a des solutions de SSR effectivement qui ne sont pas forcément utilisées par tout le monde, mais ouais, il y a des solutions de SSR. Ouais. Et pour rebondir sur ce que dit monsieur, tu peux aussi juste éviter de publier ton build sur un CDN et juste le mettre derrière un serveur, un Linux avec juste, Ouais, c'est il faut possible. un header, il faut un certain cookie, sinon tu peux pas voir le truc. Et juste servir des sujets statiques Ouais. avec une couche d'autorisation qui est devant et qui est complètement basique, qui est gérée par Apache, par Nginx, par Tiny, par ce que tu veux. C'est une solution. Hein. Mais oui, si tu le mets sur un CDN public, ouais. Ah oui, oui. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Et du coup, par curiosité, est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'utiliser la Jamstack dans le cadre de la banque populaire Alors, pas sur des sites en production. Est-ce que je travaille à la banque chez Informatiquement Populaire. La question, c'est est-ce que chez Informatiquement Populaire, on a déjà utilisé la Jamstack?
En production pour les clients, non. Par contre, on a utilisé la Jamstack, Hugo, un des outils que j'ai montré tout à l'heure, euh, pour nous faire donc c'est plus au niveau de la communauté des développeurs. On s'est fait un site avec cette Jamstack pour, en gros, tout nouvel arrivant qui arrive chez Informatique Banque Populaire, à avoir un guide de développement. Donc, en gros, on a tout ce qu'il faut pour le get started, pour démarrer sur notre machine. On a un guide de développement qui permet d'avoir toutes les bonnes pratiques. Et puis après, on a un aspect communauté où, en fait, on a plusieurs rassemblements de développeurs sur des sujets divers et on va se servir de ce site-là pour retracer tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Mais pas en production, hein. Pas en production client. Voilà. Ben, je vous remercie et bon appétit.